Bonjour à tous, Pierre Boutin. Aujourd'hui, je reçois un grand tireur, mais aussi un grand ami. Je veux parler de Lyndon Souza, le tireur international luxembourgeois. Bonjour Lyndon, comment ça va? Bonjour Pierre, ça va très bien et toi? Eh bien, écoute, on fait aller comme un vieux, mais on essaye de se maintenir. Lyndon, avant que j'oublie, donne-moi ton âge quand même, parce que tu es encore J'ai 29 ans. Ouais, 29 ans, ouais. donc tout l'avenir du tir devant toi. Et le palmarès, je commence toujours par le palmarès maintenant, parce qu'après j'ai peur de... Ton palmarès essentiel, c'est quoi? Quelques mots. L'essentiel, c'est une de mes plus grandes, la plus grande, comment dire, Performance. performance que j'ai fait. C'était gagner une Coupe du Monde 2018 à Guadalajara. Mhm. Et à côté de cette médaille d'or, j'ai fait quelques beaux classements. Grenade 2014, j'ai fait 6e sur un championnat du monde avec un score de 123. Ce Mhm. qui est aussi ma meilleure performance que j'ai refait sur un championnat national ici au Luxembourg. Voilà, Je me on rappelle parle de ça. quatre fois champion du Luxembourg, 4 fois champion du national, Luxembourg, ouais. trois fois Une Grand Prix du Luxembourg, trois fois. Oui, ouais, et aussi le Lion d'or, une fois. Lion d'Or, qui est une compétition pour ceux qui connaissent mal ou qui ne sont pas immédiatement dans la force olympique, Mmh. plutôt dans d'autres disciplines. C'est une très très grosse classique, on va dire, compétition internationale. Oui, à côté Tu as, tu as- du tu as Grand Prix gagné, du je crois, Luxembourg, ouais. deux, trois belles compétitions, pareil des classiques en Allemagne qui font référence. Oui, exactement, sur des 200 plateaux ou sur des 125. Ce sont des grands prix qui se font à côté des compétitions de l'ISSF. Et puis tu as gagné la classique française à la fosse olympique Oui, sur le le Grand Prix de Cernay. Grand Prix de Cernay, qui est quand même, en termes de difficultés techniques, mais également au niveau concurrence, une référence. Celui qui a gagné Cernay, c'est quand même Oui, jamais si comme n'importe tireur, qui. il faut avoir une liste et bien sûr, le Grand Prix de Cernay doit figurer sur cette liste pour dire: «Oui, Ouais. je l'ai fait». Alors, comme ça, évidemment, là, si nos amis auditeurs là, voyaient la liste, ils seraient comme moi un petit peu baba de tes performances, mais ce qui me paraît être vraiment remarquable, c'est ta régularité. C'est-à-dire, tu as commencé à quel âge déjà le tir? Comme jeune tireur, j'ai commencé, bah, parlant que du ball trap, alors j'ai commencé à l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé le tir au clé, où je me suis spécialisé au trap avec 13-14. Ouais. Donc ça fait 15 ans, 16 ans que je tire. D'accord. Alors, pour nos amis français, les tirs au clé, c'est le tir au plateau. Ok. Euh, alors, je vois que tu as eu des performances rapidement, puisque en junior 2010, je vois 2010, tu es déjà dans les tout premiers des Coupes du Monde. Tu défends les couleurs du Luxembourg de manière extraordinaire. Donc, tu as eu des résultats d'entrée de jeu, quoi. Oui, il j'étais, à partir de l'âge de 15 ans, j'étais aussi membre du cadre national parce que j'avais tout de suite les scores qu'il fallait pour sortir sur les grandes compétitions. Ouais. Et après, à partir de là, j'ai amélioré et j'ai toujours cherché d'aller plus loin où je peux aller. Et voilà, alors j'ai terminé que je peux faire des performances comme gagner une coupe du monde et similaires. Et voilà, le but est de se qualifier pour les JO, que j'ai raté malheureusement 2 fois. Mais ça, c'est un de mes grands buts et à partir de là, je vais voir où je peux aller. Ouais, c'est mon but. Je considère qu'à 29 ans, tu es encore dans la fleur de l'âge et qu'on arrive à maturité plutôt entre 30 et 40 ans dans notre sport. Effectivement, tous les espoirs restent en ta possession. Je dis bien en ta possession parce que ce qui est impressionnant quand on te voit tirer, c'est une souplesse de tir, c'est une rapidité, une souplesse. Et puis bon, moi, je considère que tu fais partie
des tireurs que je qualifie d'uomo macchina, comme diraient nos amis italiens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as mis en route la machine à faire les 25 et à répéter 25 fois, une fois, 25 fois, une fois, tu deviens parmi les tireurs les plus impressionnants qu'il m'ait été donné de voir. Et je te remercie parce que ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un tirer comme toi. Et puis cette année, quand même, tu as frôlé encore, je ne dis pas l'exploit parce que je pense que c'est quelque chose qui doit te revenir régulièrement, tu as frôlé à Lima la Coupe du Monde aussi parce que tu pouvais remporter la Coupe du Monde cette année. Oui, Après, exactement. c'était tellement peu de choses. Et puis Je me suis fini. qualifié pour les semi-finales et voilà. Ouais. Malheureusement, je suis sorti à cause de 2-3 plateaux dans la semi-finale. Puis j'ai Oui, terminé après, 6e. Mais j'avais ouais, la chance. J'étais dans le top 8, ce qu'il faut ouais, avoir ouais, pour ouais. avoir la chance. Voilà. Ouais, tu avais Et fait. à côté de Lima, aussi 3 beaux classements cette année-ci sur les Coupes du Monde. Et à chaque fois, j'ai gagné des points dans le ranking du monde. Oui, oui, oui. Alors, Ouais. tu es combien au ranking aujourd'hui, au classement des tireurs internationaux? Classement mondial, aujourd'hui, je suis 12e. Alors, on est en train d'interviewer le 12e tireur mondial à la force olympique. Je pense que ceux qui nous écoutent comprennent la difficulté qu'il y a pour monter d'un échelon, échelon par échelon, dans le ranking international. Et le 12e tireur, ça veut dire quelque chose, croyez-moi. Croyez-moi, croyez-moi. En plus, on va dire que tu es quand même un garçon tu es juste de terminer tes études, donc le fait d'avoir suivi tes études, ou que tes études t'aient suivi, j'en sais rien, pendant toute cette période, t'as quand même un peu handicapé au niveau du tir parce que tu avais des obligations. Oui, bien sûr. J'ai commencé le septembre passé ma carrière professionnelle. J'ai commencé de travailler et voilà, je suis professeur de maths dans un lycée de secondaire. Et voilà, à côté du sport, j'essaie de réaliser cette double carrière à côté de être prof. J'essaie de réaliser le sport, cette double carrière. Et voilà, c'est pas facile. Je suis un peu stupéfié que je réalise des scores avec, soi-disant, le handicap de travailler à côté. Mais peut-être c'est aussi exactement ça qu'il me faut, d'avoir le temps pour se concentrer sur d'autres choses. Et puis, quand il y a ces 7 semaines de tir, je peux complètement mettre ma concentration sur le sport. C'est peut-être ce qu'il me faut. Je sais pas, je ne sais pas le dire. Je me découvre à ce moment aussi. Non, mais on peut dire aussi peut-être qu'aujourd'hui, au bout de tes études, tu as obtenu un emploi de professeur de maths et que tu as vraiment maintenant, tu rentres dans la carrière Mhm. de professeur. Je pense que d'un point de vue personnel, ça va t'aider beaucoup dans tes futures compétitions et tes futurs challenges parce que tu vas gagner en maturité de plus en plus. Le fait de t'occuper de jeunes, dans le cadre de ta profession, je crois. Je crois qu'on n'a pas vu encore le vrai Lyndon dans l'expression de ses qualités au maximum, quoi. Voilà. Est-ce que tu as Quelle est l'importance de la famille dans ta carrière? Enfin, je sais que c'est Une une. très grande importance. Ouais. C'est mon père m'a pris de tirer, qui m'a amené au sport. Et mon père est toujours la personne de référence quand j'ai besoin de parler. Au niveau sport ou professionnel, n'importe, je peux toujours lui demander ce que je veux et lui il est toujours là pour moi. Ainsi que ma mère. Ma mère me soutient aussi à mort. Sans mes parents, je pourrais pas, je ne saurais, je n'aurais été pas là où je suis maintenant. C'est leur soutien qui m'a amené à la position où je suis aujourd'hui. Quand on s'est rencontrés la première fois, j'ai eu la chance d'avoir à connaître ton père et ta mère. Ensuite, évidemment, j'ai un peu plus rencontré papa que maman, mais aussi bien papa que maman sont passionnés de tir et passionnés de leur fiston. Mais
le fait d'avoir vu Rick Souza, célèbre dans le monde entier pour sa gentillesse, ses qualités humaines et plein de choses encore, font qu'effectivement, il y a au niveau du tir un binôme là, qui s'est créé. On peut considérer même que ton père est ton meilleur entraîneur parce qu'il te connaît tellement dans le Oui, détail. entraîneur personnel, quand lui il m'entend à 100 mètres, quand j'appelle le plateau, il entend la cadence, le rythme, et il sait déjà si j'ai cassé, si j'ai pas cassé. C'est qui peut faire ça? Non, mais bien sûr, bien sûr. Il le fait vraiment en toute. Et ce qui m'a vraiment épaté chez Rick, c'est qu'il est à la fois ton supporter, mais je veux dire, il n'est pas là pour dire mon fils, mon fils, voilà. Non. Il a il est raisonnable, il sait faire la part des choses, bien sûr, c'est normal, et il est ton premier supporter, mais il ne fatigue pas les gens avec des raisonnements égocentriques qui sont pas bons, et justement il te met dans les meilleures conditions, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que tu as pratiqué ou tu pratiques d'autres sports au quotidien comme ça pour t'entretenir un petit peu? À présent, je suis aussi dans un club de fléchettes. Les fléchettes, le darts, il a beaucoup de ressemblances avec le tir, j'ai découvert. Voilà, au niveau de concentration et aussi de digérer ses fautes. Oui, beaucoup de ressemblances. Mais à partir de ça, à présent, non. D'accord. Un autre sport. Ce sport de fléchette est très développé au Luxembourg parce que, bon, je ne dirais pas que ce n'est pas développé en France, mais c'est vrai qu'on n'en entend pas parler tellement. Au Luxembourg, il y a des clubs, il y a des. Oui, il y a des clubs, on a une ou deux fédérations électroniques aussi, le Electronic Darts et aussi le soi-disant le vrai darts qu'on voit aussi à la télé. Mais au point niveau, je ne veux pas dire de bêtises, mais on n'a pas le niveau qui est affiché sur la télé, qui est montré sur la télé. Écoute, ça serait déjà avec le niveau que tu as dans le tir, ça ferait beaucoup si tu avais le même niveau au niveau des fléchettes. Oui, je ferais peut-être les fléchettes au lieu de tir pour gagner de l'argent. Tu as choisi le tir, tu l'as dit, parce que ton père t'a donné un petit peu la passion. Hein. Quelle est la place, le Luxembourg on reviendra un petit peu juste après le Luxembourg, le tir au Luxembourg, mais le sport est important au Luxembourg, ça fait partie oui, le sport est très important au Luxembourg. Les sportifs sont reconnus, les sportifs luxembourgeois sont. Oui, ils ont un certain statut. Si tu es dans le cadre élite du Luxembourg, on a un certain statut. Ce que je peux seulement dire au niveau du tir, c'est un sport qui est, comment dire, pas en première place au Luxembourg, ce qui n'est pas non plus le cas dans d'autres pays. On ne peut pas le comparer avec le sport national comme en Italie, où le tir est bien sûr un sport national. On ne peut pas le comparer au Luxembourg. Mais à part ça, dès qu'on est arrivé dans le cadre élite du Luxembourg, on est, comment dire, on est reconnu. Voilà. C'est juste que pas tout le monde connaît toutes les disciplines de sport. Alors, comment t'expliques que le Luxembourg, n'étant pas un pays, c'est un petit pays d'un point de vue superficie et nombre d'habitants, mais quand même, la place, par exemple, des tireurs luxembourgeois à la fosse olympique a toujours été importante. Et puis toi, tu perpétues une tradition et une excellence dans le tir luxembourgeois. Tu l'attribues à quoi, cette longévité et cette succession de champions dans votre domaine? J'ai un peu mal compris la question. Non, je veux dire, le Luxembourg étant un petit pays globalement, rapporté à d'autres grands pays en termes de population, par exemple, de superficie, je trouve, moi, qu'au fil des temps, il y a toujours eu des grands champions à la fosse olympique au Luxembourg, et toi, tu perpétues cette tradition, voilà. Et je te posais la question de savoir, est-ce que
ça vient du fait qu'il y a une école luxembourgeoise de tir à la fosse olympique, qu'il y a une génétique, on va dire, du luxembourgeois pour avoir des dons pour le tir au plateau, en l'occurrence. Personnellement, je le vois comme un peu la fierté nationale. On est un petit pays et on veut montrer aux gens qu'on est aussi là. Et voilà, après, le Luxembourg est petit, pas tout le monde est copain de tout le monde, mais quand on parle du sport aussi, si on est en étranger, étant luxembourgeois, tout le monde est une famille et voilà, on essaie de se soutenir tant qu'on peut et voilà, je pense que c'est ça. L'effet je voulais aborder après cette ambiance, une famille. Mais on va le faire de suite. Effectivement, moi je ne suis pas venu des milliers de fois au Luxembourg, mais les 2-3 fois que je suis venu, en particulier la dernière, malheureusement avec le Covid et tout, ça commence à remonter. J'ai senti une famille, une amitié, une envie de rigoler. Je m'entends rigoler dans le bon sens du terme, en dehors du tir. Et puis quand même, côté entraînement, du professionnalisme. De l'implication, bon, voilà, on fait faire la part des choses, mais c'est vrai que ce côté accueil est fabuleux chez vous, quoi. Ouais. Oui. C'est quelque chose de remarquable. Quelle est l'importance du tir dans ta vie courante? Est-ce que tu penses que ça a façonné certaines compétences ou certains aspects de ta personnalité, le tir? Le tir a été toujours très important dans ma vie. C'est ce que j'aime faire le plus dans mon temps libre. Ce qui m'a apporté au niveau qualité, pour être fort au tir, il faut être très discipliné au professionnel au stand de tir. Et c'est peut-être une qualité qu'il faut avoir, c'est de savoir sous contrôle, savoir être sous contrôle, se retenir et contrôler ses émotions. Et voilà. C'était plus dans ce sens-là. Toi, tu as passé beaucoup d'examens dans ta vie, tu as eu des moments de stress, parce qu'un examen, c'est toujours un stress et tout. Est-ce que tu penses justement d'avoir fait du tir, de t'avoir justement appris le contrôle de soi-même? Est-ce que ça t'a apporté beaucoup dans ton quotidien, quoi? Voilà, Oui, au niveau de gérer ces examens ou peut-être aussi d'être devant 25 élèves, je pense que des compétences similaires par exemple, que j'ai appris au tir, que je peux les utiliser maintenant. Ok, comment tu fais partie de l'équipe nationale du Luxembourg? Est-ce qu'il y a des collègues à toi là, dont tu aimerais parler? C'est une belle équipe, donc il y a de beaux tireurs au Luxembourg. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes Oui, bien sûr, je peux les nommer, qui sont tous avec moi au cadre national. À présent, on a aussi Yves Tiltgen, qui fait aussi partie du cadre élite du Luxembourg. Donc, Yves et moi, cette année-ci, on va sur toutes les grandes compétitions qui restent, c'est-à-dire encore une Coupe du Monde à Changwon et encore le championnat d'Europe à Larnaca. Et puis dans le cadre national, on a Franck Zaccanini, on a Fabio Loureiro, on a Mini Marc et aussi deux jeunes, je dis jeunes, ils ont mon âge, mais jeunes tireurs qui viennent de commencer, c'est Mike Unzen et Lena Bidouli. J'espère que j'ai pas oublié maintenant quelqu'un, mais ouais. C'est vrai qu'on a toujours peur d'oublier, mais bon, si tu as oublié quelqu'un et que ça te revient dans l'interview, tu dis ben tiens, comme ça nous vient. Mais enfin bon là, moi je connais bien entre autres Marc Mini, je connais bien Fabio, qui sont tous les deux des charmants garçons, de très 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 bons tireurs. Et puis il y a une émulation, mais on sent vraiment que dans cette équipe, il y a une émulation sans jalousie, quoi. C'est ça qui est bien, c'est vrai, des vraies équipes. Vous êtes aussi heureux
quand il y en a un qui gagne de chez vous, quand vous êtes bien placé Voilà, par exemple. exactement. Les dernières On deux le sent sorties qu'on vraiment. avait, les deux dernières sorties qu'on avait, une à Berlin et une à Wiesbaden, on était à 4 dans la finale et on était content d'avoir à la fin un luxembourgeois qui gagnait. Voilà. Ce Oui, qui bien fait sûr. de nouveau la fierté luxembourgeoise, qui fait de nouveau en équipe, même si c'est un sport individuel, en équipe, on peut quand même bouger des. Comment dire, il y a une expression en allemand ou en anglais qu'on peut utiliser, je ne sais pas s'il y a la même, mais existe en français. On peut bouger des montagnes. Oui, bien Ouais. sûr, on peut bouger des montagnes, oui, on peut. Oui, c'est une expression qui vient. Alors, je ne t'aurais pas dit la traduction en allemand, mais en France, on peut arriver à bouger des montagnes. Ouais. Ça veut bien dire ce que tu es en train de nous exprimer. Oui. Comment tu vois l'évolution du tir dans notre société actuelle? C'est-à-dire entre le moment, par exemple, que le jeune Lyndon gagner ses premières médailles, coupes en tant que junior en 2010 et puis aujourd'hui 2022. Est-ce que tu sens qu'il y a eu une évolution dans la mentalité, la vision que les gens extérieurs au tir ont de nous? Est-ce que ça évolue tout ça, Euh, selon toi? Selon moi, je vois pas que la mentalité extérieure change, mais je vois la mentalité à l'intérieur du sport, elle change un peu. Au début, il y avait toujours les mêmes personnes qui étaient en tête, et à présent, si on va sur une Coupe du monde, il y a une trentaine, une quarantaine qui ont la capacité de faire des scores de 120 et plus, et on ne sait jamais qui peut sortir au premier à la fin. Et je pense que le sport devient de plus en plus professionnel, et c'est aussi difficile pour ceux qui ne sont pas professionnels, ceux qui ne font pas que ce sport, ceux qui font que le sport, pour suivre, quoi. Ouais. Et voilà, au niveau, étant 12e de ranking mondial, je suis très, très, très fier que, que je pouvais réaliser de tels scores en faisant en même temps une autre carrière. Et si on veut aller plus loin, je pense que il faut faire que le sport, comme les autres personnes, comme les autres sportifs, mes idoles aussi. Et au niveau, ouais, je vois pas de changement de l'extérieur, mais de l'intérieur, que ça devient de plus en plus professionnel. Ça, c'est mon avis. Bien sûr. Ouais. Quelles ont été tes sources, à part papa, évidemment, j'ai bien compris que c'est lui qui t'a lancé et qui t'a donné le virus, le bon virus du tir. Il y avait des champions qui t'ont épaté, entre guillemets, des idoles de ta jeunesse au niveau du tir. Il y a des gars tes références, c'est quoi? Au début, bien sûr, les personnes qui faisaient le tir, et moi étant un petit jeune garçon de 10-12 ans, c'était mes idoles de Luxembourg, bien sûr. Et bien sûr, avec toutes les vidéos sur YouTube, on savait aussi dans le sport qui est au top du monde. Et une des personnes où j'étais toujours bouche bée quand je l'ai vu tirer, c'est bien sûr pas dans ma discipline, mais c'est Vincent Hancock qui est énorme et juste une machine, et à chaque fois il réalise de nouveaux médailles d'or. Parlons du trap, bien sûr Michael Diamond et Giovanni Pelliello, ce sont les idoles que j'ai suivies depuis le début. Et bien sûr, si sur une Coupe du Monde ou n'importe quelle compétition, on le voit et il te salue, c'est déjà des grandes émotions. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as retenu justement du dernier cité, Pelliello, cette régularité qu'il avait, cette longévité, cette régularité qui, je pense,
on n'est pas pressé de voir, mais à l'issue de ta carrière, je pense que ça sera une de tes grandes, comment dire, orientations. Je ne sais pas le terme, je le cherche, je ne vais pas le trouver, mais je pense qu'il restera de ta carrière aussi cette longévité, j'espère, mais de régularité. régularité. Et je pense justement qu'aujourd'hui, avec les études, avec toutes les perturbations qu'il y a eu, tu as eu quand même une régularité. Quand je vois ton palmarès, c'est incroyable, quoi. Tu participes à pas mal de Coupes du Monde et tout, tu es toujours là, même si tu ne gagnes pas tout, mais tu es toujours là. Et je pense que c'est étape par étape que de cette grande régularité, maintenant, tu vas nous sortir du chapeau des hyper-performances. Mais je le pense très Oui, sincèrement. enfin, j'espère. Tout s'explique. On ne devient pas un champion olympique, on ne devient pas un champion du monde par hasard, hein. Je veux dire, à un moment donné, il y a un niveau d'excellence qui va perfectionner ta régularité à travers des exploits. Et je pense on va avoir à marquer à graver ton nom dans pas mal de médailles et pas mal de palmarès. Aujourd'hui, tu deviens de jeune junior qui est passé maintenant athlète reconnu. Si tu devais faire en sorte de dire on doit attirer les jeunes pour que se perpétue notre sport, qu'est-ce que tu aurais une méthode à dire pour attirer les jeunes, hein? Bah, je suis aussi en train d'essayer d'attirer les jeunes, mais c'est assez compliqué comme sport. Il faut commencer jeune pour apprendre et sans vouloir dire de mal des autres sports, c'est plus facile d'acheter une raquette de tennis au lieu d'une arme ou avoir un port d'arme. C'est au niveau de cette. Il n'y a pas des aménagements pour les jeunes s'ils veulent essayer. C'est un sport assez cher. Et c'est exactement ça. Et c'est toujours le statut d'une arme que c'est dangereux, c'est bien sûr. Mais pour nous, pour les tireurs, c'est bien sûr, c'est notre raquette de tennis ou notre raquette de table, de tennis de table. Et c'est rien d'autre pour nous. Et c'est peut-être ça, cette petite mentalité qui n'est pas dans toutes les têtes du monde, qui bloque un peu le futur du sport. Ouais. Ah, il faut dire aussi Pour amener les jeunes, quoi. Ouais. Ouais. Le problème, les jeunes, évidemment, quand on parle de gamins, parce que plus j'interviewe les champions, et plus je m'aperçois que la plupart ont commencé 10, 11, 12, 13 ans. À cet âge-là, bien sûr, les moyens financiers sont entièrement dépendants des parents. Et donc, s'il n'y en a pas papa ou maman qui ont Ils les amènent au tir, une finance, voilà, une assise financière suffisante, c'est malheureusement pas possible. Et puis, je dirais qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui augmentent. Et si je te dis, par exemple, que le gros risque aujourd'hui est plus financier que il y a 3 ans, c'était plus, on va dire, entre guillemets, écologique voilà, aujourd'hui, c'est vraiment financier parce que attirer les jeunes avec le coup, tu parlais de tennis, c'est un petit peu comme si la raquette, on l'achète. Ouais. C'est comme si on devait chaque coup tirer de tennis, on devait acheter les balles, quoi. Au bout d'un moment, je pense qu'il y aurait beaucoup de vocations de tennismen qui mourraient au départ. Donc il faut qu'on essaye d'aider les jeunes. Ouais. On va essayer, tous autant qu'on est, pour qu'on essaye de les. Alors, si là, on va être optimiste, on va dire qu'on trouve. Tiens, allez, nouveau prof de maths. Les gamins enfin les gamins ou les moins gamins, je ne sais rien à quel âge tu les as, jusqu'à quel âge tu les as, mais ils doivent savoir que le prof Lindon, il fait du tir. Oui, mes enfants le sachent. Ouais, et donc peut-être que le fait que le prof il fasse du tir, ça peut générer des vocations chez eux, non?
Bah, ce que j'ai vu comme expérience, ils ont du respect, mais il faut aussi le dire, je suis prof dans un lycée de sport, donc tous les jeunes que j'ai, ils sont aussi dans un cadre national et ils font aussi le sport à un certain niveau et quand je me suis présenté et j'ai raconté un peu de moi, voilà, le lien étant sportif, était tout de suite fait. Le respect était là, voilà. J'ai rien à dire au niveau, Et est-ce que, comment les enfants se comportent, voilà. par exemple, le fait que tu es prof d'un certain nombre d'élèves, est-ce que, alors je te dis ça, c'est tout à fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'à un de ces quatre, tu leur dises, eh ben, tiens, vous voulez pas faire un petit samedi d'initiation ou comme ça enfin, je sais pas. Ça Oui, peut, j'avais déjà une classe qui m'a demandé: «Ah monsieur, est-ce qu'on peut, hein? aller Ouais, au stand de tir une fois?» «Ouais, je vais voir si c'est ouais. possible d'arranger ça» et voilà, il faut juste voir quand est-ce qu'on peut le faire. Oui, non, Ouais, non, non, bien sûr, non, mais ils mais sont intéressés. Ils veulent voir ce que je fais, parce que bien sûr, ouais, parce que, au Luxembourg, pas tout le monde sait ce que c'est et voilà. mais partout, tu sais, partout, pas seulement au Luxembourg. Je pense que on a un petit manque d'informations. On valorise pas assez notre sport. Mmh. Parce qu'il y a quand même, bon, tu le pratiques, tu es passionné, donc c'est pas à toi que je vais dire quel est le sport qui permet de se faire plaisir quand on a gardé un petit peu des yeux, quelque chose, enfin, Mmh. une santé pratiquement de 10 à. Tiens, Lyndon, c'est toi qui m'avais envoyé les photos d'un monsieur qui tirait avec nos produits en Italie, qui avait 95 ans, je crois, Ouais, ou ouais, c'est rappelle-moi. ça, Et exactement. tu Ouais, m'avais envoyé ça, tu m'as dit, Pierre, voilà les photos du gars, 95 ans, alors il avait la crosse ouais, et tout, mais c'est pas ça le plus important, c'est que ben, le gars il tirait. Donc quel est le sport aujourd'hui qui peut permettre à un être humain de pratiquer sa passion depuis jeune pendant jusqu'au toute sa vie, quoi, hein, ouais, pratiquement, hein. Et c'est quelque chose, je trouve, qu'on ne valorise pas assez. Voilà. Tu peux ouais, faire ton sport avec papa. Je veux dire, ouais, bien, ouais, Rick, qui peut faire, ouais, se comparer avec d'autres sports, c'est pas je veux ouais. dire, tu ferais du 100 mètres. Il y a Mmh. longtemps que Rick serait un peu à la truc, mais vous pouvez le pratiquer ensemble. C'est ça Ouais, qui est beau. ce qui est beau. C'est- Ok, mais je note que ta position de prof de maths au Luxembourg va peut-être intéresser quelques élèves. Non, mais ça serait, d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir si tu arrives à faire ce genre de choses, parce qu'après, tu n'es pas le seul à truc, mais si ça peut aboutir à des motivations et à des passions. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de fusils, de port d'armes et tout ça. C'est vrai que l'image des tirs, c'est aussi un fusil. Ça nuit, tu penses vraiment que ça nuit à notre image, le fait qu'on ait une arme dans les mains pour le pratiquer? Ouais, ça et parce que c'est cher. C'est exactement ce qui nuit au sport Mais, et voilà, comme j'ai dit mais avant aussi, je voulais plus focaliser sur le côté, tu sais, depuis que moi, ça fait, moi aussi j'ai commencé à 13 ans, et depuis que j'ai commencé, il y a toujours eu cette histoire d'armes, de machin. Et mon ami Michel Caraga disait, mais un fusil n'est dangereux qu'à travers celui qui est au bout, quoi. Et que aujourd'hui, malheureusement, l'actualité prouve qu'avec une voiture, un camion ou n'importe quoi, ça peut être des armes beaucoup plus dangereuses que ça. Est-ce que le fait d'éduquer un gamin et de lui apprendre à se non, comporter, c'est à partir de jeune qu'il faut, ouais, faut apprendre le respect hein, avec l'outil qu'il ouais. travaille et c'est exactement ça que toi tu as appris comme à l'âge de 13 ans et aussi que moi j'ai appris. Ouais. C'est un respect mutuel avec l'arme Mmh. et on ne fait pas n'importe quoi. Or, quand on voit aujourd'hui
les soucis qu'il y a dans l'actualité, c'est plus des gens qui n'ont jamais eu de rapport avec une quelconque forme de tir et qui n'ont jamais appris à se respecter à travers les armes et à respecter les autres, qu'il y a des accidents. Mais je trouve au contraire, moi, que le fait d'avoir été éduqué dans le Bonne respect façon, ouais, dans le est respect. une bonne façon de limiter les, les, les problèmes, quoi. Hein. Mhm. Voilà. Alors, admettons qu'on ait des jeunes qui soient déjà lancés, il y en a quand même quelques-uns. Quels sont les On est jeune. conseils que tu pourrais leur donner, à ces jeunes? Là, j'ai juste un nombre. Non, je veux dire des gamins qui démarreraient dans le tir, qui démarrent dans le tir, là, toi, qu'est-ce que tu veux leur dire? Tu veux leur dire un conseil, deux conseils, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour devenir des Lyndon de demain? Bah, chaque fois quand tu tombes, il faut se lever. Voilà, car perds pas ton esprit et voilà. Si tu as comment dire, n'oublie pas tes rêves, essaye de réaliser tes rêves. Aller au bout et ne pas se laisser Aller au bout, abattre. pas au bout, voilà. C'est l'école de la modestie, on le dit toujours. Il faut savoir perdre pour gagner, c'est ça? Ouais, c'est Il vrai. faut apprendre à perdre pour gagner régulièrement, c'est vrai. Quelle est la place de la technique de tir dans ton quotidien, enfin dans ton approche du tir? Je La parle d'un point de vue purement technique. Hein, là. purement technique. La technique est très importante pour moi. Tu travailles J'essaie ça comment alors? au niveau mental, avant d'aller sur une planche, je réalise les mouvements que d'abord, si on parle en technique aussi, comment Technique, je voudrais qu'on parle ouais. technique. Après, on va aborder le mental. Non, des épaulements ou à sec où Contrôle du plateau, ouais, non, ce que du je voulais contrôle, parler, plutôt c'est contrôle fusil, timing, contrôle du timing, plateau, voilà. etc. Je visualise en faisant les mouvements à sec, je visualise comment je vais casser les plateaux et j'essaie toujours d'amener mon fusil dans un mouvement fluide pour que je puisse voir quand est-ce que je dépasse le plateau pour le casser. Au niveau technique, c'est très important d'avoir le contrôle du fusil. Premier coup, deuxième coup, que le fusil ne saute pas, ce qui est bien sûr avec la crosse que j'ai, qui est parfaitement, comment dire, hmm, fit to my person, qui est parfaitement fait, le pitch Adapté adapté à ma personne, à ta morphologie. à ma morphologie. Et voilà, au niveau technique, c'est exactement ça. D'accord. Le timing aussi, le contrôle du plateau, le fait de le Mhm. contrôler sur quelques mètres avant de bouger. Parce que ce qui ressort de ton tir visuellement, c'est vraiment cette fluidité, comme je disais tout à l'heure, quand tu as décidé de mettre en route cette systématisation du timing, du geste et tout, c'est vraiment impressionnant. C'est tout à la même distance, avec une fluidité, une harmonie dans le geste qui est remarquable. Donc tu travailles beaucoup sur la, la répétition du geste et sur cette fluidité du geste. Mhm. Non, mais c'est difficile de le travailler si on n'a pas aussi un peu de l'expérience. Euh, il faut se connaître, il faut du temps. À mon avis, à peu près 2-3 ans, tout le monde sait tirer, mais c'est à partir de 10 ans et on continue, pendant ces 10 ans, on continue ce sport. Qu'un tireur sort comment dire, qu'un tireur est vraiment un tireur à partir de 10 ans et oui, c'est un processus d'apprentissage. Et il Tu trouves faut, la quintessence de ses ouais, mouvements, de ses réflexes, de son mhm, contrôle au bout de 10 ans, tu considères. ouais, Oui, c'est oui, ça. je Ouais. pense qu'effectivement, c'est une bonne approche. Alors, tu me parlais là de mental. Tu te prépares également mentalement. Oui, mentalement, ce que je fais, ce qui peut être aussi donné parce que je suis, je fais mes études en maths, c'est je veux savoir quel plateau sort. Donc, avant d'aller sur une planche,
je compte, j'apprends les plateaux par cœur, ce qui me sort. Si c'est un 45 à droite, à 1,50 m, ou si c'est un plateau 5 degrés face à 3 mètres, je les apprends par cœur et puis je les visualise. Et avant d'aller sur la planche, je fais les mouvements et je les visualise avec les yeux fermés. Et avant chaque poste, je me redis, je vais avoir celui-là, celui-là ou celui-là. Et à la fin, comme je les compte aussi, à la fin, tout le monde sait au trap, ou peut-être pas tout le monde, mais en trap, on a sur chaque position, on a 2 plateaux à droite, 2 plateaux à gauche et un face. Et à la fin, je sais ce qui sort. Voilà, comme je les ai appris par cœur, je sais qu'au premier poste, il me reste un à gauche à 30 degrés. Et voilà, je pose déjà mon fusil dans la trajectoire, je l'attends et puis je lance mon mouvement pour avoir un peu plus de chance. Parce que dans toutes les autres disciplines, même dans le sporting ou dans le ski, on sait aussi où les plateaux ils sortent, où ils vont, quelle est la trajectoire. Et c'est exactement ça que je veux aussi appliquer au trap. Et au niveau mental, c'est une chose qui m'a aidé beaucoup parce qu'en comptant et en me revisualisant à tout moment les plateaux, je pense pas à d'autres choses. Ouais. Ouais. Très intéressant ce que tu nous dis là. C'est quelque chose qui peut servir à beaucoup de tireurs, au moins de l'entendre et peut-être essayer de le reproduire en particulier au niveau de la mémorisation des trajectoires et Mhm. d'un certain nombre de, de choses que tu viens de nous dire. Bon. Quels sont tes objectifs ouais, tu nous en as déjà donné un dans Mhm. l'introduction, mais à moyen et à court terme et à moyen terme. Bah, comme j'avais dit déjà avant, un tireur, il doit avoir une liste où il faut, où des grandes compétitions figurent dessus, ou une checklist, on dit. Et une des checklists, c'est ce qui me manque encore, c'est de gagner des médailles sur des championnats d'Europe ou sur un championnat du monde. Et bien sûr, une des grands rêves, c'est d'aller au JO. J'ai déjà réalisé les 2 Jeux européens en 2015 à Bakou et en 2019 à Minsk. Et avec mon ranking à présent, je pense aussi que je me suis qualifié pour 2023 à Cracovie. Mais ce qui me manque encore, c'est bien sûr les grandes JO qui se font chaque 4 ans, les prochaines à Paris. Et c'est ça mon plus grand but pour y arriver, pour y aller. Ton Ça, objectif, c'est à grand terme, c'est ça. À long terme, c'est ça. Et à court terme, c'est bien sûr de réaliser ma régularité et de réaliser des belles performances, des bons classements. ton objectif vraiment, le Graal, c'est, enfin, pas le Graal, c'est le débit du Graal, c'est Paris 2024. Oui, c'est ça. Alors, si Exactement. tu vas à Paris en 2024, ce que je ne doute pas, et que je suis encore un peu valide, je vais prendre une bonne chambre et je vais venir te supporter, ainsi que tous les membres de la team Shooter, bien sûr, mais toi, tu sais que tu es non seulement un membre de la team Shoot-Off, mais que la famille Sosa fait partie de ma famille à moi. Et donc, ça me ferait tellement plaisir déjà de te voir à Paris. Et ensuite, pourquoi pas, je ne pourrais pas t'accompagner sur la première plate, sur la première marche. Mais moi, je ferai comme toi, je mémoriserai la montée. Oui, mais au chemin pour y arriver avec le You Never Shoot Alone, on est sur le bon chemin, je pense. Écoute, en tous les cas, cette, cette façon d'approcher le problème, d'essayer autant que faire se peut, d'être tous ensemble, moi, me convient à ravir parce que déjà, c'est travailler dans une ambiance et dans une humanité qui me sont chères. Et puis ensuite, quand on a affaire à des gens comme toi, comme ton papa, comme tous les gens qui étaient autour de nous quand on s'est connus, parce que ça fait déjà un petit moment déjà, mais comme par exemple Giovanni Mozzanica, comme
Konstantinov Panagopoulos, comme, enfin, alors là, moi je vais en oublier plein, mais je veux dire, quand on s'est connus, c'est grâce aussi à ces tireurs-là qui sont vraiment des historiques de la famille Choutov, et je les remercie parce que depuis que, je me rappelle, c'était à l'Onato, il faisait une chaleur torride également, et qu'on a réglé la crosse. La première fois qu'on s'est Ouais. vu, et moi personnellement, j'ai jamais eu à Il y a regretter de 3 ans, t'avoir 3 rencontré. ans en arrière. Ouais. Mhm. Oh oui, facile, parce que, regarde, avec le Covid et tout, ça fait Oui, peut-être même c'était 2019. peut-être 4 ans. Ouais, Ouais. trop, 4 ans. Ouais. C'est sûr que c'est pas 2018, non, 2019. Ouais. En 2018, j'ai encore tiré avec ma Ouais, ancienne crosse et 2019, autour de avril, ouais, ouais. on a réalisé ça. Ouais. Ah, c'était avril, tu vois. Mhm. Je me rappelle, je sais qu'il faisait très chaud déjà. Il y avait eu une Ouais. période de, de chaleur, là, voilà. Bon, est-ce qu'on a oublié certaines choses dans cette interview? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais préciser aujourd'hui, maintenant aujourd'hui? Je voulais encore, bien sûr, te remercier pour ton soutien avec tous tes produits et que tu m'as, dans une petite phase où j'étais un peu perdu, bien sûr, 2019, j'étais un peu perdu à gauche, à droite. Comment est-ce que je continue le tri parce que j'avais la sensation que ma crosse ne me va plus. Et voilà, je dis merci que tu m'as pas amené, mais tu m'as pris en famille, tu m'as, comment dire, Je t'ai adopté. tu m'as adopté dans la famille, c'est ça, adopté dans la famille Choudov. Et voilà, Non, que tu m'as aidé de trouver le bon chemin. Et voilà, je pense qu'on est sur la bonne route pour je suis améliorer. sûr, je suis sûr. Ouais. Tu sais, hier, d'ailleurs, je suis allé régler une crosse à un très très bon tireur qui a eu un titre important dans sa carrière. Et ce titre lui a un petit peu, comment dire, perturbé le mental. Tu vois, parce que c'est vrai qu'un titre, ça fait plaisir, mais ça peut aussi, de temps en temps, être un petit peu une source de stress où on peut se dire, ben oui, tiens, j'ai eu le titre, maintenant il faut que je sois à la hauteur du titre, etc. Ah C'est oui, un oui, très, je très, très, comprends, très ouais. grand champion que je ne citerai pas, mais une société importante dans le domaine des fusils lui a confié un fusil. Et puis avec ce fusil, bon voilà, il n'arrive pas à tirer parce que la crosse, etc. C'est lui qui est venu me voir et qui m'a dit, Pierre, est-ce qu'on ne pourrait pas voir? Je dis oui. Et il se trouve que un des représentants de cette marque lui avait dit, écoute, tu sais, mon fusil, c'est une Formule 1, et puis il faut encore être capable de conduire une Formule 1. Ouais. Alors je lui dis, j'allais dire son nom, hein, je lui dis, oui, d'accord, je veux bien d'accord, une Formule 1, c'est bien, mais ce qu'on comprend pour la Formule 1, il faut qu'on le comprenne pour le tir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les plus grands pilotes du monde sont obligés de se faire régler leur voiture, leur Formule 1, de manière systématique à chaque Grand Prix, et tout est important. Si bien que un grand champion comme par exemple l'anglais de Formule 1 qui a été plusieurs fois champion du monde des Hamilton, Formule 1, ouais, Hamilton, cette année il n'a pas le véhicule, les réglages ouais. qu'il faut et tout. C'est le même Hamilton que celui les dernières années qui a gagné les titres et qui l'année dernière l'a perdu sur la dernière minute de la saison. Mais il est 12e, 13e cette année. Et régler une Formule 1, c'est comme régler un fusil et une crosse. Il faut absolument régler la crosse, la morphologie, la Mhm. morphologie, l'architecture de la crosse, l'équilibre du fusil, du canon, etc. Et ça serait bien extraordinaire si on le tire, surtout avec les spécificités dont on vient de parler, était une exception dans tous ces sports-là. On Non, ne peut pas bien tirer. Voilà. Évidemment, après, ce qui fait la différence, et il faut être clair, c'est le gars qui est au bout du fusil. On ne peut pas être
Michel Carrega, Lyndon Souza, tout le monde. Il y a des premières séries, deuxième série, troisième série et quatrième série au tennis. C'est pas pour autant que le quatrième série ne fait pas aussi plaisir que la première série, mais après, c'est une histoire de résultats. On ne peut pas tous avoir les mêmes résultats, mais le principe de base, c'est d'avoir son outil réglé. Et la régularité, quoi. Ouais. Voilà. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est pareil que la Formule 1, c'est pas parce qu'un bolide, parce qu'on fait des fusils aujourd'hui qui sont des Formule 1, je suis d'accord, hein, mais ces Formule 1, il faut savoir les régler. Voilà. Et à notre petit niveau, tout petit niveau, on essaye de faire du travail correct et de faire évoluer les choses. Et je te le dis, l'année prochaine, j'espère que tu testeras, je l'ai déjà testé cette semaine, des nouveaux mouvements de la crosse essentiels, mais je dis bien essentiels, qui vont améliorer l'adaptation à la morphologie et qui sortiront pour le début de l'année prochaine. Et bien sûr, comme d'habitude, tu en feras. Tu me diras ton avis avant. Bien sûr. Voilà. Puis c'est à moi de te remercier parce que déjà pour ta confiance, pour ta fidélité. Moi, je suis un petit peu bête, c'est quelque chose d'important. Et la fidélité en amitié, même en amour, et dans le domaine qui nous touche, voilà. Je te dis merci parce que vraiment, j'apprécie au quotidien ton support et puis le fait de travailler avec toi dans des conditions optimum. Voilà. Oui, exactement. Optimum. Voilà. Bon, écoute, Lyndon, à très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer prochainement. Oui, prochainement, oui. Une grosse bise à papa et à maman. Et puis, Bien sûr. on va essayer de faire en sorte que tes rêves se matérialisent et qu'à Paris, avec Rick, on se mettra, on s'assoira à côté, on regardera et qu'on ait un peu la larme à l'œil quand on va tirer le bateau et puis qu'on pourra dire Gold medal. Aussi, merci à toi et voilà, merci à toute l'équipe. Un bonjour, voilà, et à bientôt. C'est gentil, Lyndon. À très bientôt. Oui. Bye bye. Allez.